téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. L'inclusion reste l'élément majeur pour toutes les personnes atteintes d'albinisme qui sont victimes de multiples discriminations dans le monde. Fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision, bienvenue dans votre émission Albinos Family. Ces derniers qui a pour but de lutter contre toute forme de préjugés à l'égard de personnes atteintes d'albinisme. Alors pour aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec une invitée, une dame que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent. Déjà, je passe mes salutations à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vraiment, merci beaucoup pour vos conseils, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, vraiment, merci surtout pour vos prières parce que nous savons que la prière surpasse toute chose. Merci beaucoup pour tout, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà accueillir notre invité de séjour en lui disant bienvenue, madame. Merci, bonjour, Madame Rachel. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. J'espère aussi de vous très en forme. Voilà. Madame, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs, nous dire qui vous êtes, comme ça, ensemble, nous tous, nous allons vous découvrir. En fait, je m'appelle Brigitte Iyeli Bokako. Oui. Je suis doctorante en anthropologie des genres et inclusion à l'Université de Kinshasa. Et pour le moment, je suis vraiment dans les recherches. Je suis dans le comité directeur du laboratoire de l'anthropologie contemporaine et de développement, qui s'occupe également de la question de marginalité et de personnes vivant avec handicap. Et je suis aussi, j'ai une association qui s'occupe aussi de la question de genre et inclusion. Il faut dire que tout cela constitue une conséquence de mon passé où j'ai beaucoup travaillé dans les organisations internationales, tout comme dans les organisations nationales, et surtout sur la question de genre et inclusion. Et ça reste une filière que je continue de suivre. Ça a été votre passion ou bien vous avez été boosté par une personne? Oh, ce n'est pas boosté par une personne. En fait, je suis née dans une famille chrétienne catholique et dès les bas âges, on m'apprenait la responsabilité, on m'apprenait à venir au secours de personnes vulnérables, de personnes faibles. Et j'ai grandi avec cet esprit-là. Et c'est comme cela que, même dans ma vie au quotidien, c'est ce que je fais, même dans ma famille, c'est comme cela que je vis. Et donc, ça me choque de voir qu'on laisse quelqu'un pour compte, alors que c'est une personne humaine qu'on doit valoriser et qui peut apporter quelque chose, une contribution dans le développement de la nation. Et toute personne doit être épanouie et s'épanouir normalement comme tout être humain. Et c'est ça un peu ma vocation, de travailler dans ce sens, de revaloriser ceux qui sont peut-être minimisés, dénigrés, qu'en sort, et de donner aussi ma part de contribution pour la construction d'un monde inclusif. Merci beaucoup, Madame Brigitte. Est-ce que vous avez aussi une personne vivant avec handicap au sein de votre famille? Parce que vous avez dit que cette motivation vient de la famille. Non, dans notre famille, on n'a pas une personne vivant avec handicap. Ce qui vient de la famille, c'est cet esprit de vivre avec tout le monde sans discrimination. Au même pied d'égalité. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Madame Brigitte, pour votre brève présentation. Et Madame Brigitte,
pouvez-vous un peu nous définir l'albinisme selon vous? Parce qu'il y a plusieurs définitions. Il y a d'autres qui disent que l'albinisme est un handicap. Il y a d'autres qui disent que non, ce n'est pas un handicap. Il y a d'autres qui disent que c'est une anomalie. D'autres qui disent que c'est une maladie. Alors, selon vous, comment pouvez-vous définir l'albinisme? En ce qui me concerne, je dirais que l'albinisme est une maladie héréditaire et congénitale parce qu'on est avec, et ben, qui affecte la peau, qui affecte le cheveu, qui affecte les yeux, les ongles, etc. Et ben, ce qu'il faut noter que c'est une maladie, c'est pas une maladie contagieuse, parce que c'est génétique. Il faut que les deux parents soient porteurs de ces gènes pour qu'ils donnent naissance à un enfant atteint d'albinisme. Donc c'est cela, c'est une maladie génétique, congénitale, héréditaire, mais qui n'est pas contagieuse. Mais les personnes qui deviennent ou qui sont nées avec l'albinisme, ben, ils ont peut-être la peau différente parce que comme ça affecte la peau, ça se décrit, ça se caractérise par une faible présence de mélanine. Mélanine, c'est la substance qui colore la peau. Pour nous les noirs, ça donne la couleur noire à la peau. Et chez les personnes atteintes d'albinisme, la mélanine est très faible ou très peu existante. Une absence totale. Oui, ou bien une absence totale. Et c'est cela qui différencie au fait la couleur de la peau et qui affecte un peu les yeux et qui fait que la personne avec albinisme a du mal à s'exposer au soleil ou à se promener sous le soleil parce que sa peau est très fragile et ça ne supporte pas ces rayons ultraviolets. Et ça demande pour cela des soins particuliers, de crèmes dermatologiques particuliers pour entretenir la peau. Et voilà. Mais ça n'attaque que la peau et ça n'a rien à voir de contagion, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec tout ce qui peut constituer la vie au quotidien. Il y a certains parents qui se posent des questions, comment nous sommes deux personnes à la peau ébène et nous avons pu avoir un enfant albinos. Comment cela se passe? Ah ben là, il faudrait qu'ils se rendent à l'hôpital pour qu'ils fassent des examens de gènes pour vérifier s'ils ont des gènes porteurs d'albinisme. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas quand tu regardes ton partenaire, tu le vois. Il faut faire ces analyses-là et ben, on va te le dire. Donc là, on encourage le couple fiancé à faire des examens avant de se marier. On encourage le couple fiancé à faire des examens avant de se marier, mais en même temps, on encourage tous les couples au moment où, si jamais ce cas arrivait, à bien accueillir l'enfant. À bien accueillir l'enfant, je pense qu'on pourra aussi en parler parce qu'on a vu dans les cas où l'enfant atteint d'albinisme est bien accueilli, ben, il s'épanouit normalement. Il étudie normalement et ben, on pourra y revenir. D'accord, Madame Brigitte. Vous avez dit que l'albinisme, c'est l'absence de la mélanine. C'est l'absence partielle ou totale de la mélanine. Alors, nous trouvons qu'en Afrique, c'est un continent qui contient plus de personnes atteintes d'albinisme. C'est quoi la raison? J'ai lu cela aussi dans les déclarations de l'OMS qui dit qu'en Afrique, principalement en Afrique subsaharienne, il y a, en tout cas, il a estimé à une personne sur 5 000 ou une personne sur 15 000 dans cette plage-là qui est atteinte d'albinisme. Et alors qu'en Europe, c'est très peu, c'est 1 sur 20, une personne sur 20 pour avoir quelqu'un atteint d'albinisme. Il faut voir le contexte, il faut voir l'alimentation, il faut voir tout ce qui entoure l'homme qui peut
pousser et qui peut faire qu'en Afrique subsaharienne, qu'il y ait autant d'albinisme. Et je crois qu'il faut faire des recherches là-dessus. Peut-être que c'est fait, mais je crois qu'il faut voir dans quel contexte. Est-ce que ça vient de l'alimentation? Est-ce que ça vient du contexte? Est-ce que c'est la nature et tout ça? Quand vous parlez du contexte et vous parlez de l'alimentation, donc on peut directement comprendre qu'il y a d'autres alimentations qui augmentent le pourcentage de gènes d'albinisme dans l'être humain. Il faut étudier cela. Je crois que le médecin sera très capable de répondre à cette question. D'accord, Madame Brigitte, merci beaucoup pour votre éclaircissement quant à ça. Alors, déjà, nous sommes en train de parler sur comment perfectionner l'intégration de personnes atteintes d'albinisme en Afrique. C'est notre sujet de ces jours. Alors, Madame Brigitte, quand nous parlons de l'intégration, comment est-ce que nous pouvons comprendre ces mots intégration? Alors, quand on parle de l'intégration, ça signifie autrement qu'il se pose un problème de la non-intégration. Quand on aborde l'intégration, ça signifie qu'il se pose un problème de l'exclusion, il se pose un problème de la marginalité. Et avant d'arriver ou de chercher comment perfectionner, pour reprendre votre mot, l'intégration des personnes vivant avec albinisme dans le pays ou en Afrique, je crois qu'il faut remonter à la cause pour comprendre pourquoi ces gens ne sont pas intégrés, pourquoi ils sont exclus, pourquoi ils sont marginalisés. D'accord, parlons de l'exclusion. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de l'exclusion des personnes atteintes d'albinisme dans la société? Exactement, c'est là où je voudrais aller. En ce qui me concerne, je voudrais dire d'abord que la question de la personne atteinte d'albinisme n'est pas vécue de la même manière à travers le monde. À travers le monde, vous allez retrouver des contextes ou des pays où les personnes avec albinisme sont très bien accueillis. Ils sont vénérés et elles représentent une grâce divine, un signe providentiel, c'est le signe de la pureté. Si vous allez par exemple chez les Pueblos, si vous allez chez les Hopi, chez les Amérindiens, vous retrouvez cela. Donc ce sont des gens qui sont bien traités, bien accueillis. Et si vous allez, il y a même dans quelques parties du Bénin, selon les Écritures, il y a même dans quelques parties du Bénin où les personnes avec albinisme sont très bien accueillies et dans leur communauté. Si une personne avec albinisme passe chez toi et qu'il prend quelque chose, c'est un signe de bénédiction. C'est vraiment, vous êtes honoré dans la communauté. Vous voyez la perception, vous voyez que la perception est différente d'un contexte à un autre. Vous allez par exemple en République centrafricaine, pour avoir une pêche fructueuse, il faut vénérer une personne atteinte d'albinisme parce que dans leur mentalité, la personne avec albinisme est née de la copulation d'une femme avec un génie de l'eau. Et dans ce cadre-là, vous voulez avoir une pêche fructueuse, avoir beaucoup de poissons, recourez à la personne avec albinisme, vous le vénérez, vous la vénérez et ça vous donne beaucoup de foule. Donc vous voyez que c'est vraiment de la mentalité. Est-ce que cela est vrai ou bien ce sont juste des croyances? Exactement. C'est pour dire que avant que la science n'arrive à nous donner la définition que l'albinisme est une maladie non contagieuse, c'est une maladie héréditaire et consort, avant que la science nous explique cela, les gens étaient curieux de savoir, mais c'est quoi l'albinisme? Ça provient d'où? Et c'est dans ces recherches qu'ils ont développé des croyances, des mythes, des légendes pour expliquer cela. Et vous vous rendez compte que dans la tradition judéo-chrétienne, par exemple, on disait que l'albinos
est le fruit de la malédiction de Cham par son père Noé, parce que Cham aurait vu la nudité de son père et son père l'a maudit. Et de là est partie l'albinos, la naissance des albinos. Donc il y a des mythes, il y a des croyances qui expliquent cela et cela a des implications et des conséquences sur la personne. Là où la personne atteinte d'albinisme est accueillie, acceptée, tant mieux, elle est très bien épanouie. Mais si vous venez, par exemple, dans la grande partie de l'Afrique centrale, notamment en RDC, et là, il y a un problème. Il y a un problème d'acceptation. Et pourquoi il y a un problème d'acceptation? Plus grave au Tanzanie. Oui. Parce que là, Oui, on dit plus que... grave au Tanzanie, où on déterre même les os des personnes albinos, parce qu'on dit que c'est porteur des bonnes chances. de prospérité, des chances et consorts. Alors, pourquoi c'est là? Il faut dire que l'homme... Là, vous venez de parler du Bénin, où les personnes albinos se sont bien accueillies. Vous avez parlé de la RDC ici. Les cas un peu autrement, c'est un peu compliqué. Plus grave encore au Tanzanie, là où on déterre même les os de personnes atteintes d'albinisme pour faire des gris-gris, disant que c'est porte-bonheur, choses pareilles. Oui, là vous comprenez que ça fait partie des représentations sociales. Et qui a dit que les os de personnes vivant avec albinisme sont porteurs de chance. Donc c'est dans la conception, c'est dans la perception de peuple. Ils ont leur expérience et ils ont fait ça. Et ce n'est pas seulement la Tanzanie. Et nous avons vu même dans la guerre ou dans les conflits armés à l'est du pays, on fait la chasse aux enfants albinos. Et la raison, même chez... au Kasaï, quand il y a eu le conflit Kamina Sapu, j'ai rencontré ici à Kinshasa des enfants dont les parents ont fait fuir à cause de Kamina Sapu qui faisait la cour, qui pourchassait, qui poursuivait les enfants albinos pour les tuer, soi-disant que leurs organes seraient porteurs de chance et leur donneraient la force de combattre l'ennemi. Donc ça fait c'est juste une conception, c'est une perception que les gens ont développée pour justifier leur force. Mais ça fait partie de la vie sociale et ça constitue des représentations sociales dont les anthropologues étudient suffisamment. Ok. Madame Bourges, pensez-vous que l'intégration est importante pour cette catégorie de personnes marginalisées? L'intégration est très importante. En fait, tout être humain doit vivre, permettez-moi la tautologie, une vie normale, aisée, épanouie. Et vous avez même posé une question là, il y a des gens qui disent que la personne avec albinisme fait partie de personnes vivant avec handicap et consorts. Ça, c'est la loi organique de la RDC qui le dit et nous, on regarde et nous, on suit la loi de notre pays. Nous disons que l'intégration est très nécessaire. Même si la personne manque certaines facultés ou est handicapée mentale, son intégration est normale. Parce que l'homme doit vivre et vivre heureux. Le bien-être est fait pour tout le monde. Chacun à son niveau, chacun avec son niveau d'intelligence, chacun avec ses capacités, chacun peut contribuer au développement du pays tel qu'il le peut. Chacun doit aussi avoir le droit de vivre heureux. Je crois que pour revenir, vous êtes chrétienne, je crois que notre pays, c'est un pays laïque et la Bible nous dit tout le monde doit vivre heureux. Tout le monde doit vivre heureux. Et quand vous suivez, par exemple, le président de la République, pourquoi il a créé tout un ministère pour s'occuper de la question de la personne vivant avec handicap? C'est parce que ça choque de voir des gens comme nous vivre dans une marginalité non justifiée.
Mais il y a d'autres personnes qui sont contre, disant que le fait de créer un ministère spécifié à la question du handicap, c'est aussi une autre forme de discrimination. Comment trouvez-vous cela? C'est un secteur de la vie. Nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons le ministère des genres. Le ministère des genres, c'est qui s'occupe de la question de la femme. Est-ce que c'est un facteur de discrimination? Ou si c'est un facteur de discrimination, il s'agit d'une discrimination positive alors. C'est une discrimination positive pour forcer un peu la note à partir de l'autorité, pour forcer un peu la note et obliger les gens à intégrer, à accepter la personne vivant avec albinisme ou avec handicap. Donc, pour moi, pour revenir à la question posée, c'est très important l'intégration. C'est très important l'intégration parce que maintenant, vous êtes journaliste. Vous travaillez. Vous travaillez, vous apportez quelque chose à la nation. Ce n'est pas la couleur de votre peau qui vous empêche de contribuer au développement de la nation, mais vous êtes un être humain, une Congolaise, et vous travaillez, vous contribuez. De plus en plus à l'UNIKIN, je vois des étudiants albinos qui étudient. Mais où est le problème? Parce qu'ils peuvent travailler. L'autre fois, on a été avec Seychad ou Cham, qui est enseignant. Il a la peau blanche atteinte d'albinisme. Mais il travaille, il enseigne. Il a même donné son témoignage pour dire qu'il est très fier d'avoir contribué à l'épanouissement de gens et qu'il a licencié les Congolais et qu'il y en a même qui sont des cadres. Alors, on a vu Eric aussi qui fait la communication. Bon, on a vu aussi Blessing qui est en train d'émerger. Mais ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Ils ont de l'intelligence. Donc, les personnes atteintes d'albinisme, elles ont de l'intelligence. Elles ont de capacités. Elles peuvent travailler. Elles peuvent étudier. Alors, pourquoi les marginaliser? Pourquoi les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire? Là, ça devient vraiment une injustice, ça devient une discrimination. Alors, on doit vraiment s'engager contre cette marginalité et favoriser l'intégration des personnes atteintes d'albinisme. Oui, nous voyons déjà qu'il y a déjà une avancée par rapport à l'intégration de personnes atteintes d'albinisme, mais il se pose un problème. C'est comme si quand on arrive à un certain niveau, l'intégration est un peu bloquée. Parce que peut-être, si on voit peut-être dans la gestion de la chose publique, nous trouvons qu'il y a une faible participation, donc il y a une faible représentativité, disons, des personnes atteintes d'albinisme. Qu'est-ce qui bloque un peu? Qu'est-ce qui est comme barrière qui empêche à ce que les personnes albinos, malgré leurs compétences, malgré leur savoir-faire, de ne pas arriver à d'autres niveaux de la vie, bien de la gestion de la chose publique? Il y a du chemin à parcourir. Et vous savez que même si on dit qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus les personnes atteintes d'albinisme, on a un secrétaire général de l'administration publique qui est une personne vivant atteinte d'albinisme. On a des étudiants, on a des enseignants. Mais dans le passé, il n'y en avait pas. Donc il y a du chemin et il faut faire avec. Et ce n'est pas automatique, ce n'est pas du tout contact parce que nous disons que nous voulons l'intégration et du coup, il y a l'intégration à tous les niveaux. Il y a du chemin et il faut aller progressivement. C'est tout un processus. Vous vous rappelez que dans les représentations sociales, dans la communauté, dans la socioculture congolaise, une personne avec handicap, elle est perçue comme une sorcière, comme un sorcier. On dit que c'est un revenant parce que c'est quelqu'un qui avait vécu, il avait mal vécu et après sa mort, il revient, il revient et maintenant il revient sous une autre forme. Et il y a des gens qui évitent pour dire que non, ils sentent mauvais. Il y a des gens qui disent par exemple, si tu rencontres un albinos, il faut un peu jeter la salive sur voilà. Et bon, tout cela
Et de plus en plus, il y a même des gens qui, vous montez dans un bus, ils voient l'albinos, ils descendent. Oui. Mais de plus en plus, on rencontre plus ces genres de cas. Il y a une personne tête d'albinisme, les gens entrent, et bon, il peut être un peu réservé, tout ça. C'est à cause tout simplement de ces préjugés, de cette représentation sociale que nous avons développée, mais qui ne sont pas fondées. Ce sont des construits sociaux qui ne sont pas fondés. Voyons un peu, analysons ensemble. Nous savons tous comment la sorcellerie se transmet dans notre pays, dans notre ville à Kinshasa. On se dit quoi? C'est des parents qui transmettent, ou un coco, un grand-parent transmet la sorcellerie à son fils. Ou soit par la nourriture, ou soit par la nourriture. Oui. C'est un voisin qui a donné un bonbon et puis bon, l'enfant a attrapé la sorcellerie. Mais dis-moi, est-ce que toutes les personnes vivant avec albinisme ont mangé un seul bonbon venant de quelqu'un qui leur a transmis la sorcellerie? Donc nous avons beaucoup à réfléchir et nous devons beaucoup faire réfléchir aussi les autres pour qu'ils comprennent que tout ce que nous racontons en termes de sorcellerie, en termes de revenants, en termes de ceci ou de cela, c'est juste de représentation sociale, des construits sociaux que nous avons développés pour nous éloigner de la personne à la peau blanche. D'accord, merci beaucoup fidèles téléspectateurs, vous qui venez de nous capter en cours de diffusion. Nous sommes en train de parler sur comment perfectionner l'intégration de personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Vu que nous sommes en Afrique, nous sommes tous des Africains, c'est là où se passent plusieurs choses sur l'albinisme et c'est là où les personnes atteintes d'albinisme sont plus marginalisées, sont plus discriminées, sont plus mis de côté pour de multiples raisons. Disons que comme Madame Brigitte vient de soulever certaines raisons, disons que raison de la sorcellerie, de revenants, de tout là. Alors nous sommes en train de parler de cela. Alors nous poursuivons notre émission avec Madame Brigitte, dont nous allons un peu savoir, puisque vous avez dit que c'est très important, c'est vraiment très important que cette catégorie de personnes soit intégrée dans la société, puisque nous avons été exclus, vu les préjugés, vu les construits, tout ce qui a été fait à l'égard des personnes atteintes d'albinisme. Mais maintenant, comment on peut favoriser cette intégration? Oui, il faut réfléchir sur plusieurs stratégies. Et du coup, on a échangé sur la question de parents. Pour moi, la première chose qui serait même fondamentale, c'est de sensibiliser les parents, les jeunes mariés, à accueillir l'enfant qui naît, quelle que soit la couleur de sa peau. Parce que vous savez que l'homme tel que nous sommes là, ce qui nous choque, c'est de voir, tu donnes naissance à quelqu'un qui ne te ressemble pas. Et cela ressemble à la violation d'une sorte de contrat social, parce que l'homme, en donnant naissance, il veut avoir quelqu'un qui lui ressemble. Et c'est ce choc-là qui fait que l'homme et la femme repoussent l'enfant, le marginalisent, la société également. Donc il y a un grand travail à faire au niveau des couples. Au niveau des couples, parce que vous avez vu, les personnes avec albinisme qui ont évolué, qui sont émancipées, ce sont celles qui ont été soutenues par leur famille. Donc la famille, les parents constituent les premiers tuteurs des résiliences de personnes avec albinisme. Ils l'entretiennent, ils l'accueillent, ils la nourrissent, ils la scolarisent. Et déjà, si on est soutenu par sa famille, on peut affronter les violences d'ailleurs. Mais si on est déjà rejeté par la famille, c'est là où les choses s'aggravent. Donc, au niveau de la famille, il y a vraiment des choses à faire. Et si vous pouvez même rencontrer le ministre de la Famille, genre et famille, pour commencer déjà à sensibiliser, même au niveau des hôpitaux, là où les femmes viennent pour la consultation prénatale et tout ça. Là, c'est très important
que la femme accepte, accueille. Moi, je vois encore des enfants qui sont très bien accueillis et qui évoluent. Dans mon quartier, j'ai des filles vivant avec albinos qui sont à l'université, sont très bien entretenues, sans complexe. Alors, tout cela, le point de départ, c'est la famille. Et la famille doit vraiment être sensibilisée, surtout les jeunes couples, pour accueillir l'enfant qui arrive et s'occuper de lui comme de tout autre enfant. Mais il y a déjà le gouvernement ou l'autorité de l'État qui a déjà donné le temps avec le ministère qu'il a créé. Il y a une loi qui est en place. Il y a des organisations de la société civile, les ASBEL qui travaillent. Mais je crois qu'il faut aussi voir au niveau de recherche. Il faut aussi voir au niveau de recherche, au niveau des universités, qu'ils multiplient des recherches, mais que les recherches ne soient pas gardées dans le tiroir, que ces recherches soient vulgarisées et quelqu'un qui produit un article, une étude sur la question de personnes albinos, il peut venir vous voir et puis vous échanger et c'est comme cela qu'on va dire, mais le tuteur de résilience premier, c'est les parents. Ils doivent s'occuper des parents. Alors, pour le reste, il faut voir comment sensibiliser à travers tous les acteurs, les parties prenantes du développement que je viens de citer, en commençant par les parents, mais sans oublier les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes, parce que c'est elles qui doivent aussi se saisir de l'occasion pour affronter toutes sortes de violences qu'ils peuvent rencontrer. C'est ce que même j'allais ajouter comme sous-question, parce qu'il y a aussi d'autres personnes atteintes d'albinisme qui n'ont pas eu cette chance-là d'être bien accueillies dans leur famille biologique. Maintenant, quels conseils pouvez-vous leur donner pour qu'ils puissent se remettre dans la société? Elles sont des personnes, des êtres humains comme tous les autres humains qu'on rencontre sur la Terre. Elles ont de l'intelligence, elles peuvent voir, lire et écrire, elles peuvent étudier, elles peuvent se prendre en charge. En fait, dans ce cadre-là, je vois la question peut-être un peu de la misère qui est au niveau de tout le monde. Mais pour les personnes atteintes d'albinisme, ils doivent d'abord se mettre, il faut qu'ils retravaillent leur psychique et se mettre dans leur tête qu'ils sont des humains comme tout être humain et qu'ils peuvent étudier comme les modernes étudient. Ils peuvent travailler comme tout autre humain et qui s'engagent. Peut-être le problème se posera au niveau de moyens pour étudier. Alors là, il doit aussi se battre. Il y a des gens qui étudient en faisant un petit commerce et ainsi de suite. Il y en a qui voient un peu des associations qui prennent en charge et qu'ils créent un peu un réseau de vie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'était vraiment un conseil très capital de la part de Madame Brigitte. Fidèles téléspectateurs, vraiment, nous sommes arrivés, le temps nous fait défaut. Là, je vois que Madame Brigitte a beaucoup à nous dire et moi également, j'ai beaucoup encore de questions posées à Madame Brigitte, mais le temps nous fait défaut. Là, je pense que prochainement, on pourra encore organiser ce genre d'émission avec Madame Brigitte. Je sais que c'est la première et de la dernière fois. Merci beaucoup, Madame Brigitte. Merci à vous. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs qui étaient là du début jusqu'à la fin de l'émission. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et moi, je dis souvent, je dis toujours, je le répète, redis, que quand vous avez des informations sur l'albinisme, quand vous avez eu une certaine connaissance, ne les gardez pas pour vous-même. Ayez toujours cette habitude-là de le vulgariser, d'en parler dans des différents milieux où vous fréquentez. Et pourquoi ne pas aussi parler à d'autres personnes de cette émission Albinos Family, de leur donner aussi ces programmes, de nous suivre, afin qu'ensemble nous puissions lutter contre
toute forme de discrimination, nous puissions lutter sur l'intégration des personnes atteintes d'albinisme dans la société. Alors, j'ai dit encore une fois de plus, merci beaucoup Madame Brigitte pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Madame Brigitte, nous sommes déjà à la fin, mais je vous demande juste un mot de la fin pour aujourd'hui, parce que je sais que ce n'est pas la dernière fois, mais juste pour aujourd'hui. Un mot de la fin, j'encourage les personnes atteintes d'albinisme à s'engager, à briser ces barrières qui les empêchent d'émerger. Elles doivent être fortes et courageuses, audacieuses même. Et je demande aussi à la société de travailler leur mentalité, de changer surtout leur mentalité, et surtout aux hommes, aux maris, de ne pas répudier leurs femmes parce qu'ils ont mis au monde un enfant avec albinisme. Donc l'albinisme ou les personnes vivant avec albinisme, ce sont des êtres humains comme nous, ce sont nos frères, ce sont nos mères, ce sont nos pères, ce sont nos sœurs, nos enfants et consorts. Vivons avec elles comme nous vivons avec les autres enfants. Elles ont besoin de nous et peuvent, pour s'épanouir et contribuer à l'épanouissement de la société. Merci beaucoup, Madame Brigitte. Ça a été le mot de la fin. Pour aujourd'hui, nous avons bien précisé parce qu'avec le savoir de Madame Brigitte, nous souhaitons qu'elle puisse encore revenir dans les jours à venir pour nous éclaircir encore plus de choses sur l'albinisme. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui a toujours concouru pour le bon déroulement de ces projets Albinos Family. Là, je vois Rodriguez Bidika derrière les caméras. Je vois Aristote Diasula, les réalisateurs, le cœur de Medine Kika de ces projets Albinos Family. Fondé Ngwaoula, le papa de Kerdi Ngwaoula, voilà. Et nous avons été assistés par notre collègue Raïssa Bangala, Vision Santé. Vraiment, je dis merci à tout le monde et on se retrouve très prochainement. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.